Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est ce premier épisode du cycle de webinaires concernant le décryptage de la recherche. C'est un cycle qui va nous permettre de se rencontrer tous les à peu près 4 à 6 mois. On essaiera d'avoir un rythme, une réunion semestrielle. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question d'actualité, hein, l'association, une entreprise sociale ou une action collective. Et on verra que c'est une approche critique de la révision de la loi ESS. Là, le but aujourd'hui, c'est pas d'opposer entreprise sociale et association, mais c'est plutôt de montrer en quoi la recherche peut nous donner des clés de lecture sur ces questions hautement importantes. L'objectif n'est pas non plus d'être pour ou contre la loi ESS, de la réviser ou pas. Il n'y a pas de débat sur ça. En tout cas, c'est pas notre posture à nous. Par contre, c'est de bien mettre en avant les conséquences que ces révisions ou les changements qu'il peut y avoir vont avoir sur l'ESS, les associations et la dynamique sur nos territoires. Alors, le RNMA s'intéresse depuis longtemps à la question de l'interaction entre associations et territoires, hein. C'est dans notre ADN. Nous sommes un collectif et une association qui regroupe des maisons des associations. Donc, c'est bien la base de notre réseau. Historiquement, le RNMA est aussi très proche du monde de la recherche. Les premiers échanges ont eu lieu dans les années 2000 avec notamment Viviane Tchernonog, mais pas que. Quand on a organisé les premiers observatoires locaux de la vie associative qui s'intéressaient déjà à l'époque aux interactions entre assos et territoires, on était bien en lien avec à la fois le CNRS, via Viviane Tchernonog, Lionel Proutot. Plus récemment, on a beaucoup travaillé avec Laurent Fraisse ou encore Amélie Artis, qui est la directrice de thèse de Luciana Ribeiro, qui nous fera l'honneur de présenter l'avancée de ses travaux de recherche. Pour la présenter rapidement, et elle le fera peut-être mieux que moi de toute façon, Luciana est chez nous depuis un an maintenant en dispositif CIFRE. Nous avons une chercheuse qui est venue nous accompagner dans nos ressources humaines pour travailler au sein du réseau. Alors, pourquoi on s'est intéressé au CIFRE? Tout simplement parce que ce dispositif permet de créer un lien très fort entre la recherche et notre structure, nos associations. On est sur de la recherche qui nous donne des clés de lecture et des outils pour changer nos pratiques, mieux comprendre la façon dont les assos fonctionnent. Et donc, c'est très opérationnel. À ce titre-là, on est ravis et tous les travaux que Luciana a pu commencer depuis qu'elle est chez nous nous apportent un vrai plus. Donc, on en est vraiment content et on espère que vous en serez également très content et intéressé au cours de cette petite heure qui va débuter. Alors, je laisse Luciana présenter sa thèse, son travail et nous faire aussi un petit ordre du jour de ce qui va être abordé aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de présenter un petit peu les résultats de mon travail aujourd'hui. Donc, merci aussi pour votre intérêt. Euh, Ma thèse a comme titre la qualification et interprétation des relations entre les associations et le territoire. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'identifier, de qualifier et de mesurer ces relations entre les associations et le territoire et de démontrer les relations de causalité entre les caractéristiques socio-économiques des territoires et les caractéristiques organisationnelles et sectorielles des associations. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter les résultats du science mapping, comme on appelle, entre les associations et le territoire au niveau international. Je voudrais quand même souligner que c'est un premier chapitre de thèse, donc c'est un travail en cours. Donc, il y a des évolutions qui vont peut-être venir, principalement autour de la discussion de ces résultats-là. Donc, aujourd'hui, c'est un premier partage avec vous parce que au sein de RNMA, on se disait, oui, c'est quand même important de montrer aux membres et aussi au public de manière générale les avancements de la thèse au fur et à mesure pour pouvoir avoir aussi l'avis des acteurs, d'autres chercheurs, d'autres doctorants, de ces résultats intermédiaires de la thèse. C'est une première présentation. Ensuite, je ferai le lien entre les résultats avec la loi OSS.
et tous les débats récents autour d'une révision bilan développement de la loi OSS. Donc, l'idée, c'est de mettre ça en débat avec vous, mais je voudrais quand même souligner que nous ne sommes pas spécialistes de la loi OSS. C'est pas mon sujet de thèse. L'idée, c'était vraiment de faire un lien avec un sujet d'actualité et de pouvoir en discuter. Donc, pour toute la question de la loi OSS, j'ai repris un peu les travaux d'autres acteurs comme le RTOS, donc le réseau des collectivités territoriales, OSS France et des chercheurs comme par exemple Timothée Douvégé. Ensuite, nous allons avoir bien entendu un temps de questions-réponses, débat où vous pouvez poser vos questions ou encore donner votre point de vue sur tout ça. Juste une question technique avant de la présentation. Donc, je vous demande de laisser le micro coupé pour le moment et au moment des questions, vous pouvez prendre la parole ou encore mettre vos questions dans le chat. Alors, pour l'introduction, donc, j'ai fait une petite introduction quand même de dire d'où on part. Donc, quels sont déjà les aspects théoriques d'où on part pour poser les questions et faire le science mapping. Donc, un erreur serait déjà postuler a priori la territorialisation des associations, comme ont déjà souligné plusieurs travaux. Ensuite, nous pouvons regarder les associations par un prisme de l'action publique, donc les associations comme émanant des collectifs locaux, leurs projets et leurs activités portées par les spécificités du territoire. Les spécificités du territoire, là, on va dire aussi les matrices territoriales, donc les caractéristiques socio-économiques, géographiques, culturelles, mais aussi les normes institutionnelles ou encore les réseaux d'acteurs. Ces projets-là, ils peuvent s'inscrire dans les politiques publiques territorialisées, donc soit de la mise en agenda à la mise en place d'une politique publique. Les associations peuvent être vues aussi par le prisme du développement territorial. Alors, par ces prismes, on va avoir la mobilisation des facteurs de production, donc l'offre d'emploi et de services. On va avoir aussi la mise en valeur des ressources territoriales à partir des spécificités territoriales que je viens de mentionner, une participation à la construction du territoire comme représentation commune, autrement dit, la création d'un récit des territoires, donc le territoire comme une construction sociale. Et enfin, le développement d'une coopération territorialisée. Donc, la territorialisation des associations, elle dépend principalement de la volonté des acteurs de participer à cette construction du territoire, influencée par les facteurs géographiques, économiques, politiques, sociaux et historiques. Cette manière d'analyser ces phénomènes, il est plutôt développé et avancé par l'angle francophone et plus particulièrement par l'École française d'économie géographique et principalement encore à Sciences Po Grenoble. Alors, si on prend cette petite introduction, on peut se poser quelques questions. Par exemple, comment les relations association-territoire sont-elles analysées au niveau international? Comment les faits associatifs des territoires sont-ils étudiés? Quelles sont les approches théoriques qui sont mobilisées pour faire cette étude? Est-ce qu'il y a des spécificités francophones et quelles sont ces spécificités? Donc, pour répondre à ces questions, nous avons réalisé une cartographie scientifique que je vais vous expliquer un petit peu. Mais je voudrais souligner quand même que cette étude-là, il est une étude, une démarche inductive, donc nous n'avons pas posé d'hypothèse a priori. C'est le science mapping qui nous permettra de mieux connaître l'état des lieux de connaissances sur ces thèmes. Donc, normalement, de manière générale, les revues de littérature proposées dans les champs des sciences sociales sont soit des analyses systématiques, donc basées sur les méthodes qualitatives, soit des méta-analyses réalisées avec des méthodes quantitatives. Plus récemment, une troisième méthode des revues de littérature, donc la cartographie scientifique, se développe dans les mondes académiques.
Cette méthode, elle s'appuie notamment sur une analyse bibliométrique à partir d'une approche quantitative aussi, qui vise à dresser donc des cartographies d'un champ de recherche ou encore des sous-champs de recherche. De manière rapide, pour la collecte des données, donc tout d'abord, j'ai commencé par la définition des mots-clés, que je vais vous montrer plus en détail dans la prochaine diapo. Une recherche sur Web of Science. Donc, Web of Science, c'est une base de données d'articles scientifiques. Donc, nous avons choisi parce que c'est une base de données indépendante considérée par beaucoup de chercheurs comme gold standard par rapport à la qualité des articles et une grande majorité des articles au niveau international. Donc, c'était cohérent avec nos objectifs de recherche. Donc, j'avais trouvé quand même 3114 articles. Je fais le nettoyage de l'échantillon avec la suppression des doublons. Et je suis arrivée à un échantillon stable de 2857 articles. Et j'ai pris tous ces articles-là. Donc, on fait un export de Web of Science avec des données comme les auteurs, les mots-clés, les résumés, etc. Et on met ces données-là dans le logiciel VoiceViewer qui, lui, va produire les cartographies selon les paramètres que nous, les chercheurs, ont définis. Donc, pour un petit peu plus de détails, pour mieux compréhension des mots-clés et ensuite des résultats que je vais vous présenter. Donc, je pars d'une définition des mots-clés à partir du journal de littérature en économie où on va voir plusieurs codes, environ une trentaine. Et parmi ces codes, on a les caractérisations des codes et les mots-clés qui vont avec. Parmi ces codes, j'ai retenu 11, donc parce qu'il y avait une caractérisation en lien avec la thématique de recherche, bien entendu. Ensuite, j'ai pris les mots-clés correspondant à association et territoire pour faire la recherche sur Web of Science. Si on regarde les schémas des mots-clés, donc pour les mots correspondant à association, nous avons non-profit organization, social enterprise, voluntary sector. Et pour les mots liés au territoire, donc plusieurs comme spatial, urbain, local, mais aussi en lien avec le développement, parce que comme nous avons vu dans l'introduction, c'est une manière d'apprendre les associations et aussi ils étaient dans les codes retenus. À partir de ces croisements de mots-clés, nous avons donc arrivé à les 2857 articles qui ont été publiés dans plus de 500 revues différentes. Si on regarde le petit tableau là par rapport aux années, donc là, des publications, nous avons bien entendu une baisse en 2023 parce que j'avais réalisé la recherche en début d'année, donc il n'y avait pas encore beaucoup d'articles en 2023. C'est normal, mais on commence à voir qu'il y a une augmentation des articles avec ces mots-clés à partir d'environ 2011. Nous pouvons observer aussi que les couples des mots-clés les plus importants, c'est donc social enterprise plus développement et non-profit organization plus développement. Cela semble que l'interprétation de l'association, soit dans les champs de l'entrepreneuriat social, soit dans les champs de l'action collective, ou encore, et il semble aussi que la question du développement est plus prégnante que celle des territoires. Ensuite, j'ai pris quelques résultats. Donc, ce que vous voyez là, c'est la cartographie donc, produite par VoiceViewer, donc le logiciel qui va faire les cartographies à partir de tous les articles que j'ai mis là-dedans. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartographies parce que sinon, on allait rester là toute l'après-midi et ce n'est pas non plus l'objectif. J'ai repris juste les résultats plus importants pour pouvoir mettre en débat avec vous. Donc, si on regarde là, c'est la structuration de la recherche d'auprès de la coupage bibliographique de revues. Ça veut dire, c'est toutes les revues qui vont citer une troisième revue. Ça va nous donner les 3 groupes des revues les plus citées parmi tous ces articles. Donc, quelles sont les revues qui vont mettre en évidence les articles avec les couples des mots-clés que nous venons de voir. Donc, pour un premier groupe, donc on appelle cluster, c'est le rouge.
La problématique de ces clusters, elle est principalement centrée sur l'entreprise sociale et l'activité entrepreneuriale. Un deuxième cluster vert qui est centré sur les politiques publiques et en quelques cas dans des actions sectorielles. Et un troisième cluster bleu centré sur les organisations à but non lucratif, la philanthropie et le bénévolat. Si on regarde la cartographie d'après la co-citation, donc la co-citation, ça va être un auteur qui va, qui va citer un troisième auteur. Donc, les articles qui sont là sont considérés comme le cœur intellectuel parmi tous les articles que j'ai analysés. Donc, chaque article qui est présent là, donc on a 47, il a été cité au moins 30 fois par ce père. Donc, le premier cluster rouge, pareil, c'est un groupe d'articles qui ont des liens les uns avec les autres, hein, bien entendu. C'est pour ça qu'il y a une question de réseau, des liens entre les articles. Donc, les premiers clusters, il porte sous le lien entre les organisations à but non lucratif et l'État, donc les relations entre les associations et l'action publique, en questionnant les influences des uns et des autres dans une approche plutôt d'institutionnalisation, banalisation ou encore des marchandisations du secteur. Un deuxième cluster vert qui est centré sur l'approche d'un entrepreneuriat social dans une perspective internationale et comparative. Donc, ça va être plutôt une analyse de l'émergence de cette conception et en fonction des contextes institutionnels de plusieurs pays. Normalement, il y a une comparaison des pays européens et aux États-Unis. Un troisième cluster bleu où les références de ces clusters sont centrées plutôt sur la conception de l'entreprise sociale. C'est plutôt des articles plutôt théoriques qui vont parler sur la conception d'entreprise sociale par rapport aux autres formes d'entreprise. Et un dernier cluster en jaune, tout en bas, qui, lui, il va privilégier l'analyse de l'ancrage de l'entrepreneuriat social dans la théorie des organisations hybrides. Donc, à partir de ces cartographies, je vous propose une discussion sur quelques axes. Donc, pour alimenter ces cartographies. Donc, la première discussion, c'est que dans les différents niveaux d'analyse, la différenciation entre les approches en termes d'entrepreneuriat social ou de secteur sans but lucratif, il structure les communautés scientifiques et les analyses. Donc, les résultats du coupage bibliographique des articles vont montrer des fronts de recherche. Donc, les principaux fonds de recherche de la thématique vont indiquer cette tendance. Donc, un front de recherche du secteur sans but lucratif, donc tourné vers la construction des partenariats publics-privés, donc le lien de ces secteurs avec l'action publique, et un autre fonds de recherche dédié plutôt à l'entreprise sociale et à sa capacité de répondre aux problèmes sociaux. Un questionnement qu'on peut se mettre à partir de ces deux fronts de recherche, c'est toute la question de l'entreprise sociale au secteur sans but lucratif. Donc, à partir de définitions quand même des deux fournis INICENS, donc j'ai repris ça. Ils vont distinguer aux États-Unis, je vais y arriver, deux écoles de pensée. Donc, la première, de recette marchande, va considérer l'entreprise sociale comme toute organisation, quel que soit son statut, qui déploie une activité économique marchande au profil d'une finalité sociale. Et une deuxième école, donc l'école de l'innovation sociale, qui, quant à elle, va mettre l'accent sur la dynamique d'innovation sociale portée par un entrepreneur social dont les caractéristiques, c'est-à-dire son profil, son dynamisme, sa créativité et son leadership,
sont déterminantes dans l'accomplissement de la finalité sociale. En revanche, en Europe, ça va être les travaux du réseau d'émergence d'entreprises sociales, donc N, qui ont fondé conceptuellement cette notion d'entreprise sociale. Le réseau M, il définit l'entreprise sociale en créant un idéal type de l'entreprise sociale caractérisé par 9 critères répartis sous 3 dimensions clés que je vous remets là. Donc, un projet économique, donc une activité continue de production des biens et des services, une mission sociale, donc un objectif explicite de service à la communauté, une distribution limitée des profits, et aussi une gouvernance participative, donc une dynamique participative d'association des parties prenantes. Donc, on voit clairement que nous avons 2 approches, une approche plus individuelle aux États-Unis et une approche plus collective en Europe. À partir de ça, tout ce que nous avons vu au moment, quelles sont les conséquences en termes de concepts et d'analyse pour les associations? Si on prend l'analyse des associations par l'approche de l'économie, de l'entreprise sociale, pardon, ou si on prend les associations par l'approche du secteur sans but lucratif ou de l'action collective. Donc, une première conséquence, ça va être, serait quand même l'économisation du social dans le sens du déplacement d'une production publique vers une production privée. Donc, les changements d'intervention de l'État et des collectivités territoriales. Une deuxième conséquence serait la dimension de la gouvernance démocratique, donc une personne, une voix, parce que nous savons tous que dans l'économie sociale, les acteurs sociaux bénéficiaires de l'action entreprise, ou plus largement les parties prenantes de la structure qui la produit, ce sont également des membres, d'où le principe des doubles qualités. En revanche, l'entreprise sociale rend ses frontières plus floues entre l'économie sociale et les économies dites capitalistes. Les critères de démocratie interne, donc, n'est pas toujours explicite chez les entrepreneurs sociaux. Par exemple, les social business qui ne fait référence ni à la forme de propriété, donc capitaliste ou pas, ni au fonctionnement démocratique ou pas de l'organisation. Donc, ça, c'est des arguments quand même, j'ai repris de Battesti 2015 et en lien avec les articles lus de cette révision de littérature. Donc, une autre question, c'est aussi la participation de plusieurs parties prenantes s'y pose de plus en plus dans les associations. Hein. C'est quand même c'est ça qui nous intéresse le plus, les associations, parce que c'est quand même le thème de la thèse. Donc, pour faire face aux évolutions du contexte institutionnel et dans une période de transmission intergénérationnelle et d'évolution du bénévolat, plusieurs associations cherchent à diversifier la composition de leur secteur, de leur conseil d'administration, afin de bénéficier des compétences nécessaires et aussi de consolider leur accès aux ressources stratégiques pour l'organisation. D'autres vont encore tenter de mobiliser même les parties prenantes à travers des groupes de travail et les salariés. Donc, il nous semble donc que la forme de gouvernance et plus largement les processus démocratiques internes constituent une dimension cruciale des ruptures possibles entre, d'une part, l'économie sociale et d'autre part, l'entrepreneuriat social. Ainsi, pour nous, qui nous retenons dans le cadre de mon travail de thèse, c'est que l'analyse des associations à partir de l'approche de l'entreprise sociale pourrait influencer l'analyse même des associations et son lien avec les politiques publiques et les liens démocratiques avec ses membres. Un deuxième axe intéressant pour nous de ces résultats, c'est les liens entre les associations et l'action publique, parce que les chercheurs mettent en évidence le rôle du secteur sans but lucratif à partir des analyses sur ces organisations et son lien avec l'action publique. Donc, cette analyse va mettre en débat la relation entre ces acteurs à partir de l'approche de l'institutionnalisation
Et cela nous semble quand même très intéressant car ces dernières années, l'analyse des associations et la puissance publique en France est au cœur du débat, soit dans la perspective de l'isomorphisme, donc une approche de la manière organisationnelle des entreprises plutôt capitalistes, ou soit dans une perspective de co-construction des politiques publiques. Un troisième axe, c'est quand même un agenda de recherche marqué par la interdisciplinarité, parce que quand on regarde, par exemple, les revues où les articles ont été publiés, on est quand même dans des revues pluridisciplinaires, donc avec plusieurs disciplines mélangées, donc par exemple l'administration publique, l'action publique, la géographie, etc. Euh, D'une part, il y a aussi l'analyse la plus importante pour les territoires, ça va être l'analyse par les rurales. Donc, les territoires, il va être vu comme une donnée administrative incluse dans les politiques publiques, donc toujours dans une configuration socio-géographique, une contreposition rurale-urbain. Nous, on sait très bien dans les mondes associatifs, on a toujours cette question, est-ce que pourquoi qu'on a des associations en milieu urbain, rural, quelles sont les différences, est-ce qu'il y a un lien ou pas. Donc, il y a cette contreposition aussi géographique dans les résultats de ma révision de littérature. Pour finir cette partie, j'aimerais quand même présenter les enseignements que je trouve intéressants à retenir et les pistes de recherche. Donc, pour les concepts d'association et pour les concepts de territoire, qui étaient quand même dans le départ de cette révision de littérature. Donc, dans un premier temps, les cartographies vont illustrer deux traditions de concevoir les associations, comme j'avais déjà dit, une entrepreneuriale, pardon, et l'autre plus en lien avec l'action collective et communautaire. Ces approches permettent aussi d'élargir la compréhension des associations plus largement qui est dans leur fonction productive et entrepreneuriale, mais aussi comme une expression des mobilisations sociales et d'engagement. Donc, pour nous, dans le cadre de ma recherche, on va s'ancrer plutôt dans la continuité des approches en termes d'action collective, d'auto-organisation des populations et non dans l'intégration des dimensions sociales dans l'entreprise. Enfin, les enseignements à retenir et pistes de recherche pour les concepts de territoire. Les territoires, il est souvent perçu comme une donnée administrative, donc pas du tout homogène au niveau international et incluse dans les politiques publiques. Il y a toujours la dialectique entre urbain et rural et notamment en termes de développement. Comme nous avons vu, c'est quand même la question du territoire, elle est plus prégnante dans l'idée de développement que de territoire en tant que tel. Et donc, dans les cadres de ma thèse, notre intention de comprendre les territoires comme une construction sociale qui interagit avec l'action collective et structurée sous forme associative est renforcée comme approche originale par rapport aux recherches existantes. Donc voilà pour ces premiers résultats. Je vous laisse un moment des questions si vous avez des questions par rapport à cette présentation. Et ensuite, je parlerai un petit peu par rapport à la loi OSS si vous allez avoir encore un moment de prise des paroles à la fin. Vous pouvez lever la main et prendre la parole, mettre sur le chat si vous voulez. Oui, Marianne. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question sur est-ce que vous faites une distinction entre la notion non-profit à l'anglo-saxonne ou même vision européenne et la notion de non-lucrativité à la française? Est-ce que vous avez fait une distinction entre les définitions qui peuvent être différentes entre la définition française, la définition européenne, voire internationale?
Merci. Alors, le non-profit organisé, ça va rentrer vraiment dans le cadre de secteurs sans but lucratif qu'on dit en France ou en Europe. Donc, je suis encore en train de rentrer plus, parce que comme vous avez vu, je vais vous montrer les corps intellectuels avec tous les articles. Donc là, je suis en train de tous les lire et vraiment voir s'il y a encore des spécificités plus cachées derrière ces notions pour pouvoir approfondir. Mais les grands résultats pour le moment, c'est vraiment les deux fronts de recherche, soit de l'entreprise sociale, soit de non-profit organisation, qui du coup, ça serait quand même très, très proche du secteur sans but lucratif. Je ne sais pas si je vous avais répondu. D'autres questions? Oui, Oui. oui. Moi, j'avais une question là la cartographie sans SmilePIM là, que vous avez fait au démarrage. Ça concerne des articles scientifiques de recherche. Et ces articles sont-ils de consonance plutôt francophone ou de manière vraiment internationale? Ou alors, il y a, de la part de ces articles, il y a plutôt une systématisation entre guillemets, d'une partie anglophone, parce que vous employez énormément dans vos présentations. Je vois qu'il y a pas mal de vocables anglophones. Donc, je voulais savoir Mhm. exactement, parce que je trouve que 2500 ou 2800 articles à l'échelle du monde, je trouve que c'est très peu au final. C'est vrai, ça peut paraître peu, mais en fait, il y a l'origine des articles, il y a de tous les pays, hein, non seulement anglophones, mais aussi francophones. Il y a pas mal d'articles français, donc qui normalement sont aussi publiés en anglais et répertoriés dans Web of Science en anglais. Mais même des articles, par exemple, du Brésil, je dis le Brésil juste parce que je suis brésilienne, mais on a de plusieurs pays. Et la question de prendre les niveaux internationaux, c'était vraiment pour voir les spécificités francophones de l'analyse des associations et du territoire. Parce qu'on a quand même la recherche française sur les associations, sur le territoire, le développement territorial. Il y a encore des lacunes, mais on a quand même de très beaux travaux là-dessus. Et l'idée de ma thèse, c'était quand même de pouvoir contribuer dans le sens de l'avancement de ces travaux-là, donc voir au niveau international comment ces débats, il est fait. Donc, 2800 articles, ouais, ça peut, je ne sais pas vous dire si c'est peu, si c'est beaucoup, parce que c'est juste le résultat à partir de mots-clés utilisés. Donc, peut-être que si j'ai élargi les mots-clés, ça pourrait apparaître plus d'articles, mais pour une question de rigueur méthodologique, j'ai parti du journal de littérature économique pour avoir quelque chose de bien cadré et de ne pas sortir les mots-clés en anglais un peu tirés par les cheveux. D'accord. Et les rédacteurs de ces articles, ce sont des scientifiques, des universitaires? Oui, c'est des articles scientifiques. Ouais. Il n'y a pas de D'accord, communication en congrès, des choses comme ça. C'est juste des articles scientifiques. Oui, entendu. merci. Encore une question? Euh, si- Donc, si ça va pour le moment, j'ai continué et après, bah, bien entendu, on a le temps à la fin pour une prise de parole. Donc, par rapport à la loi OSS, donc j'aime bien mis révision, bilan, développement parce qu'il y a quand même pas mal de débats par rapport à ça. J'ai dit tout au départ que nous ne sommes pas spécialistes de la loi OSS, donc j'aimerais souligner encore parce que pour ne pas causer des problèmes. Donc, pour cette partie, j'ai repris pas mal des travaux, comme je disais, soit de OSS France, RTOS, soit des chercheurs.
comme par exemple Timothée du-Verger et aussi les travaux du réseau interuniversitaire d'économie sociale et solidaire. Donc, l'idée là, c'est pas non plus de vous donner un cours, loin de ça, c'est juste de mettre quelques éléments et voir quels sont les liens possibles avec le résultat de science mapping que je viens de vous montrer. Donc, pour cette première partie, donc la loi OSS, elle va définir les périmètres juridiques de l'économie sociale et solidaire, principalement dans l'article 1. Hein. Donc, l'article 1, il dit aussi que l'OSS n'est pas seulement un mode d'entreprendre, mais aussi un mode de développement économique. Donc, entre les deux, il y a quand même une différence grande séparant d'un côté un projet politique d'entreprise et de l'autre côté un projet politique de société. L'article 1, il ne va pas donner vraiment les contours de qu'est-ce que c'est ce développement économique finalement. Cela va apparaître plutôt dans l'article 9 autour de PTCE qui va être dit, donc ce développement, c'est un développement local durable. La loi 2014, donc, elle a ouvert à l'ensemble des associations, fondations, sociétés commerciales dites de l'ESS, qui satisfont certains critères comme la recherche d'utilité sociale, une gouvernance démocratique, un réinvestissement des bénéfices et des réserves partageables. Cette définition-là, elle a été transposée au niveau européen récemment. Si on regarde un petit peu les débats qu'il y en a eu sur la loi OSS, parce que voilà, elle va faire fêter ses 10 ans l'année prochaine, j'ai repris quelques éléments avancés principalement pour Timothée du-Verger dans son article que j'ai mis là sur le PPT et quelques propositions. Aussi avancé par les chercheurs. Donc là, j'ai repris juste quelques points. Donc, il y a eu pas mal de débats sur l'agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, car selon ces acteurs, il méritait quand même d'être vus dans le sens d'imposer un partage de la valeur en cas de plus-value, un renforcement du contrôle opéré par les préfectures et l'ajout d'une obligation de reporting d'utilité sociale et environnementale. Par rapport aux moyens, certes, il y a eu plusieurs fonds ont été créés en vue de changement d'échelle de l'OSS, mais ils sont souvent faibles et mêlés à une politique de soutien de l'économie d'impact au contour un peu flou. Donc, il faut quand même souligner que la moitié de ces ressources sont consacrées au dispositif local d'accompagnement, donc le DLA, qui vise à consolider les modèles économiques associatifs et l'emploi associatif. Par rapport au rapprochement de responsabilité sociale d'entreprise et l'OSS, entre les convergences, les deux, la loi Pacte de 2019 a invité les entreprises conventionnelles à adopter une raison d'être. Donc, elles peuvent aller jusqu'à prendre la qualité des sociétés à mission, c'est-à-dire s'assigner dans leurs statuts des objectifs sociaux et environnementaux et d'un suivi par un comité de mission et donc l'évaluation, la mise en œuvre est vérifiée par un organisme indépendant. Donc, dans ces cadres-là, plusieurs structures de l'OSS se sont investies dans ces mouvements en ajoutant à la mission les règles des partages et partage des pouvoirs, mais aussi des partages des valeurs. Dans ce sens, OSS France a adopté la déclaration d'engagement pour une république sociale. Elle est en ligne, hein, si vous êtes intéressé à regarder, dans laquelle elle définit une raison d'agir précisant les valeurs et les défis de l'OSS qui étaient, selon eux, absents de la loi 2014. Enfin, un possible axe de développement avancé par du-Verger, ça serait quand même les liens entre OSS et territoire, en faisant le développement de l'échelle territoriale, autrement dit, assumer pleinement que les régions sont les chefs de file de l'OSS
qu'elles ont un lien privilégié avec les intercommunalités et de reconnaître le rôle des premiers financeurs de l'ESS qui est aujourd'hui les départements. Ensuite, pour finir, donc, il y a quelques enjeux théoriques que j'ai repris un peu. Je me suis basée sur l'appel à communication du réseau interuniversitaire d'économie sociale et solidaire, donc un appel à communication d'articles qui est ouvert jusqu'à décembre pour son rencontre en 2024. Donc, c'est aussi en ligne si vous voulez regarder. Donc, j'ai repris un peu ça parce que ça fait assez écho avec les résultats du science mapping que je viens de présenter. Donc, pour les enjeux théoriques, du point de vue théorique académique, les débats sur les projets politiques de l'OSCS en France vont graviter les plus souvent autour d'une axe qui sépare l'OSS alternative émancipatrice d'une OSS réparatrice et palliative sous pression de l'isomorphisme. La montée en puissance des thématiques de l'entreprise sociale, de l'entrepreneuriat social, voire du social business, tendent à masquer la hétérogénéité de l'OSS et de ses acteurs, tout en réduisant le projet émancipateur porté par une partie de l'OSS à une seule finalité sociale. Ainsi, il me semble quand même que l'approche adoptée pour analyser les associations, soit comme une entreprise sociale, soit comme une action collective, pourrait influencer la dimension politique de débat autour de l'OSS. Donc, bien entendu, notre posture n'est pas non plus d'exclure les entreprises sociales, l'entrepreneuriat social, les entreprises à mission, quoi que ce soit. Et pour cela, pour finir, je reprends donc les manifestes pour l'OSS rassemblés. Donc, l'ambition commune dans notre grande diversité des familles et des réseaux de l'OSS, ce sont les raisons d'agir à partir de modèles résilients, proches des besoins fondamentaux et des aspirations humaines. Donc, j'ai fini comme ça et je vous laisse la parole pour soit poser des questions, soit pour donner votre avis, un partage d'expérience, comme vous vous sentez. Oui, Oui, bonjour. bonjour, Colin Amblard, avocat, donc spécialisé dans le secteur associatif. Et puis, par ailleurs, j'enseigne à l'Université Lyon 3. Enfin, j'ai fait pas mal de travaux sur le secteur associatif. Merci, Luciana, parce que c'est une présentation très claire et c'est très encourageant. Je pense que vous avez bien circonscrit tous les aspects socio-économiques, politiques que peuvent poser l'ESS. J'avais comme ça, hein, dans le désordre total, quelques petites remarques à faire. Dans la première partie de votre présentation, à un moment, vous associez la notion d'activité économique avec la notion d'activité marchande. Or, ça c'est une spécificité française, hein, dans la législation qu'on retrouve notamment dans le Code de commerce. Il faut bien comprendre que, et particulièrement en lien avec le SS, c'est que si toute activité marchande fait partie forcément de l'activité économique, l'inverse n'est pas vrai. Ouais. Hein, donc, il faut bien distinguer parce que si on veut bien comprendre ce que c'est que l'ESS et si on ne fait pas la distinction entre activité marchande et activité économique, je crois on rate une marche. Parce que entre l'activité marchande et l'activité économique, qui sont toutes deux créatrices de richesse, on retrouve la notion d'utilité sociale. Mm. Hein, puisque, en fait, ce qui distingue une activité économique d'une activité marchande, c'est qu'on a une plus-value sociale ajoutée. Et cette plus-value sociale ajoutée, il faut bien mettre en relation la loi ESS, qui est un dispositif législatif, mais qui n'est pas à déconnecter du corpus législatif qui pèse sur toutes les entreprises. J'entends par là que, je vais vous donner par exemple un exemple, c'est que quand je parle d'utilité sociale, euh, et quand on fait référence à l'utilité sociale
au niveau de l'ESS, il y a une traduction qui se fait automatiquement sur le plan de la fiscalité des associations. Et je dis ça, c'est d'autant plus, me semble-t-il, important, c'est que cette notion d'utilité sociale, elle permet à une structure associative de développer des activités de prestation de services ou de vente de biens. Mais si on a cette plus-value sociale ajoutée, c'est la règle des 4 P. La différence importante, c'est que l'association va continuer à ne pas être assujettie aux impôts commerciaux. Et ça fait un modèle économique très, très spécifique et qui est, à mon avis, propre à la France. Donc ça, c'était le premier point. Sur le deuxième point, l'utilité sociale, elle est très en lien avec les territoires. Donc là, pour ça, c'est pareil, il suffit de regarder. Alors, je vous donne la référence, vous allez voir, c'est assez, mais je pense que peut-être vous la connaissez. Vous allez sur Google, vous tapez BOFIP plus OSBL et vous tombez sur le régime fiscal des associations et vous allez vous apercevoir qu'en réalité, la notion d'utilité sociale non seulement permet à des associations de facturer sans limite de chiffre d'affaires et tout en gardant son statut fiscal d'organisme à but non lucratif, mais en plus, l'utilité sociale se mesure en termes de concurrence. Et la concurrence, elle renvoie directement à la notion de territoire. Donc je pense que, alors je ne sais pas quel est exactement le périmètre de votre thèse, et d'ailleurs je vous félicite parce que je sais, pour être passé par là, combien c'est une période compliquée. Mais voilà, regardez peut-être cet aspect-là, si toutefois ça se situait dans votre périmètre, parce que je pense que on peut rajouter une dimension supplémentaire justement à l'approche du secteur associatif par rapport à la dimension territoriale. Simplement pour en terminer, j'avais fait justement un article dans Juris Association en disant, alors je ne me rappelle plus exactement le titre, mais vous pouvez vous référer à l'Institut ISBL où il y a beaucoup de données, je crois qu'il doit y avoir 3000 articles publiés qui sont gratuits, bien évidemment, c'est le sens de la démarche de l'Institut, mais où je disais en gros, c'était le titre de l'article, c'était que l'utilité sociale, c'était vraiment un élément pivot de la dimension territoriale associative, de responsabilité territoriale associative. Voilà. Et puis pour le reste, bah, écoutez, je peux que vous féliciter pour votre présentation. Merci, merci de votre contribution. Oui, je vais regarder. En fait, là, peut-être que j'ai pas parlé de ça au début. Euh, donc, ma thèse, elle est répartie en 3 grands blocs. Donc, le premier bloc plutôt centré sur la révision de littérature. Donc, pour ça, qui ont la partie de science mapping pour ensuite bien approfondir les approches théoriques et voir quelles sont les contributions que moi, en tant que doctorante, je pourrais faire. Un deuxième bloc qui c'est plutôt statistique, quantitative, où je vais manipuler des données publiques, socio-économiques de territoire en faisant les croisements avec les données des observatoires de la vie associative. Donc, parce que je suis un dispositif chiffre au sein du réseau, donc j'ai toutes les données des observatoires, c'est une vraie richesse pour la recherche. Et un troisième bloc plus qualitatif où je vais regarder plutôt la coopération entre les acteurs pour à la fin arriver à mieux qualifier cette relation entre association et territoire. Donc, je note toute la question de l'utilité sociale, même si ce n'est pas le cœur de la thèse, mais ça pourrait être intéressant quand même de voir comment cette contribution pourrait alimenter mes réflexions. Donc, merci. Merci à vous. Oui, également une petite remarque. Moi, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis dirigeant de structure de l'ESS. Donc, effectivement, il y a aussi l'opposition un petit peu entre dimension sociale et aussi dimension économique. Les institutions publiques, c'est vrai, ont mis beaucoup l'accent aujourd'hui sur la portée économique aussi et l'hybridation des ressources auprès des structures associatives. Avec, dans les années 80-90,
90, vous avez une raréfaction des financements publics qui a mis, entre guillemets, bas et fin de l'État-providence et donc, qui a questionné les structures associatives et leur gouvernance sur des modèles à finalité sociale, mais avec un support économique. Et j'en veux pour preuve aussi que les institutions locales ou nationales ont de plus en plus mis en concurrence les structures associatives dans le cas d'appels à projets, des appels, qu'on dit maintenant les appels à les amis, les appels à manifestation d'intérêt. Et donc, ça a aussi remis en cause beaucoup, beaucoup les valeurs, les valeurs originelles du secteur associatif, le secteur de l'ESS. J'en veux par exemple pour preuve sur ce caractère économique qu'on retrouve de plus en plus au niveau des structures associatives. Par exemple, dans le cadre du plan Pauvreté de 2020, le gouvernement du président de la République a mis plus d'1 milliard d'euros sur le dispositif, par exemple, de l'insertion par l'activité économique. Donc, ça a été malheureusement souvent au détriment des structures associatives, on va dire un peu plus classiques. Mais voilà, mais on peut retrouver justement cette idée, je pense, d'hybridation des ressources et également d'activités de plus en plus économiques au service de l'insertion et du social, mais vraiment avec ces dimensions-là. Et ce qui a mené notamment dans les gouvernances et dans le recherche de compétences salariales. On trouvait donc des personnes qui venaient d'écoles de commerce et autres. Et ça a été notamment dû justement à ce basculement, entre guillemets, sur la partie sociale qui a eu notamment, qui a eu quand même une idée assez intéressante, c'est que le fait, entre guillemets, que ces structures associatives puissent marcher sur deux jambes, avec un appui des financements publics et aussi une activité économique, a permis de renforcer, entre guillemets, l'autonomie de gestion et également de décision sur ces acteurs auprès, par exemple, d'instituts, par exemple, communal ou intercommunal, où souvent on peut trouver des associations justement qui sont un petit peu sous le joug de communes ou d'interco sur certains territoires. Voilà pour ma réflexion. Merci. Ouais, ouais, si on regarde comme ça fait aussi partie du historique de lien du RNMA, les travaux de Viviane Chenonog sur le paysage associatif français, donc on va voir toutes les tendances de changement des financements publics pour les associations principalement. Dans ces cas-là, donc on va voir une augmentation des cotisations ou de recettes d'activité parce que il y a une diminution de financement public. Donc, je pense que ça, il va avoir, je suis d'accord avec vous, un impact sur les modèles économiques, donc l'hybridation des ressources, mais aussi la posture de professionnalisation des associations ou voire du projet politique. Merci. Oui, une dernière petite remarque. Moi également, je tiens à vous féliciter, surtout que ce n'est pas votre langue originelle, le français. Vous venez du Brésil et je comprends aussi la difficulté aussi que ça peut être pour vous, mais vous avez été très clair. Vous en faites pas. Merci. L'accent, il est toujours là, mais bon. Oui, mais ça Faire apporte avec. voilà. Non, non, mais ça, c'est pas du tout gênant. Merci. N'hésitez pas à prendre la parole ou mettre vos questions sur le chat si vous en avez. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Je ne sais pas si Thomas, tu veux faire un petit mot de conclusion. Je vais déjà remercier tout le monde d'avoir pu suivre et de s'être intéressé à ces thématiques-là. Et je te remercie tout particulièrement, Luciana, pour encore une fois la clarté de ton propos, de ta présentation et la richesse de ton apport au sein du réseau et au sein de nos partenaires. Enfin, en tout cas, de ce travail que tu fournis alimente largement nos réflexions. Alors, en tant que réseau, évidemment, encore une fois, on ne se positionne pas forcément sur pour, contre la révision de la loi, parce on n'est pas dans ce débat-là. Quand même, on va avoir un petit positionnement quand même, hein, c'est le but aussi.
La loi ESS telle qu'elle est sortie il y a 10 ans a porté une reconnaissance de l'ESS, c'est très bien, on en est content. On a mesuré aussi les limites, en tout cas opérationnelles ou en tout cas de transformation sur les territoires. Aujourd'hui, on voit, cette loi n'a pas tout changé. Euh, Nous, notre posture en tant que réseau national des maisons des associations, c'est bien de reconnaître la spécificité des assos au sein même de cette ESS et de se battre pour ce que les assos apportent. Et à ce titre-là, évidemment, l'asso est une action collective. Il y a un sens à avoir dans ce que l'on fournit pour les territoires, que ce soit d'un point de vue social ou économique. Et on travaillera toujours la notion de coopération. On aimerait qu'aujourd'hui, toute loi ESS qui puisse sortir aura une traduction opérationnelle, que ce soit en termes d'accompagnement de projet ou en termes de coopération d'acteurs, parce que c'est bien là l'enjeu actuellement. On l'a vu avec les PTCE qui ont repris un second souffle, et c'est aussi au cœur de nos réflexions prochainement au sein du Réseau national des maisons des assos, les rencontres qui vont avoir lieu à Rennes en décembre, remettre la question de la co-construction au cœur de l'action collective. On est bien dans des enjeux de transition de territoire, de transition de société. Les assos ont quelque chose à apporter. Charge à nous, en tant que réseau et en tant que maison des associations, de pouvoir accompagner les associations qui transforment ces territoires. Donc, si loi ESS révisée il y a, on plaidera pour qu'elle intègre bien cette notion de coopération et d'impact sur les territoires multi-acteurs. On se battra pour ça, évidemment. Je vous remercie toutes et tous encore une fois pour votre participation. Les intervenants qui ont apporté des éclaircissements ou des questionnements, merci à vous. Et n'hésitez surtout pas à revisionner, à promouvoir ce webinaire. Nous nous rencontrons de nouveau d'ici, on va dire, 5-6 mois. Luciana, ça te semble bien pour un épisode 2? Oui, oui. Très bien. Donc à la fin du printemps, au début de l'été prochain, on essaiera d'apporter encore une fois un éclairage d'une question d'actualité via les travaux de recherche de Luciana et d'autres membres qui font avancer la science et qui observent la vie associative et l'ESS plus largement. Merci à toutes et à tous. Et merci beaucoup à tout le monde et à une prochaine. Merci.